Tout d'abord, j'aimerais remercier Madame Delphine Guéry et tout le comité d'organisation de m'avoir proposé de venir présenter quelques réflexions sur ce thème, la question du deuil au travail, et plus spécifiquement dans les relations professionnelles. Comme vous le voyez, je fais de l'enseignement et de la recherche dans une haute école de travail social. Donc j'interviens beaucoup auprès des futurs travailleurs sociaux, les assistants sociaux, les éducateurs, les animateurs. Et j'essaye de réfléchir avec eux. Souvent, ils sont employés directement. Ils sont en emploi en même temps qu'ils se forment. Et j'essaye avec eux de réfléchir à la question de la fin de vie, de la mort et du deuil dans les milieux de travail, dans leurs institutions, dans leur propre vie professionnelle et personnelle, et aussi dans celle des bénéficiaires avec lesquels ils travaillent. Donc j'ai entendu aussi beaucoup de travailleurs sociaux ici s'exprimer, des assistantes sociales, donc on voit que leur rôle est important sur ce thème, et beaucoup de choses restent, à mon sens, encore à construire dans ce domaine. J'aimerais simplement démarrer ici avec un fait divers dans le journal 20 minutes qui a paru en 2009, et je vous invite à le lire rapidement. Licencié à cause de mails privés. Une comptable de 32 ans a été licenciée pour avoir envoyé 156 courriers électroniques à sa mère en 2 mois. Elle a été déboutée après avoir réclamé près de 40 000 francs à son ex-employeur, l'association de gestion et de comptabilité du Maine-et-Loire, pour atteinte à sa vie privée. La jeune femme, déprimée, avait besoin de dialoguer avec sa mère après le décès de son compagnon, a plaidé son avocate, maître Brigitte Soublard, selon le quotidien Ouest France. Elle a ajouté que ses emails étaient rédigés pendant les pauses, alors qu'elle mangeait sur son poste de travail. Alors ce petit extrait qui intervient dans les faits divers est relativement rare. C'est pas simple de parler de la place que le deuil peut occuper dans les relations professionnelles. Je le trouve assez emblématique de la difficulté que les entreprises ont parfois à penser la place du deuil au travail, mais aussi celle dont les employés en deuil eux-mêmes peinent parfois à trouver des lieux d'expression sur le deuil. Et c'est d'autant plus rare de trouver des actes de jurisprudence ou des procès concernant le deuil au travail. Généralement, c'est un sujet qui n'existe pas. On a investigué un peu dans cette direction-là, mais c'est la plupart du temps pour d'autres motifs que le licenciement a été prononcé de la part de l'employeur. Donc, à partir de quand le deuil privé interfère avec la sphère de l'entreprise? Quand est-ce que l'entreprise se sent-elle concernée? Qui sont les personnes dans l'entreprise qui peuvent réagir, agir, développer un certain nombre d'activités? Et est-ce que les employés en deuil, eux-mêmes ou elles-mêmes, souhaitent que le deuil y trouve une certaine place? Donc c'est toutes ces questions que j'aimerais parcourir un petit bout avec vous en développant 4 points. Le premier point serait d'essayer d'identifier déjà de quelle réalité est-ce qu'on est en train de parler quand on évoque la question du deuil au travail. Donc ici en particulier, le deuil qui survient, qui est relatif à un décès qui survient dans la sphère privée des personnes salariées. J'aimerais aussi présenter rapidement quelques informations sur mort et collectif de travail, parce que je pense que là autour manque aussi en termes, je dirais, de recherche, beaucoup d'informations. Et il y a plein de choses que nous pouvons creuser et développer. Pour arriver à mon troisième point, qui sera, je pense, le point le plus important de ma présentation, au cœur des relations professionnelles, et je vais essayer de répondre à toute une série de questions que j'ai listées et qui, j'espère, vont vous intéresser. Et mon dernier point, un peu en guise de conclusion, c'est d'explorer un certain nombre de pistes ou idées, dont bon nombre d'entre elles ont été évoquées entre hier après-midi et ce matin. Donc ça permettra de faire des ponts avec l'ensemble des interventions que nous avons entendues jusqu'à présent. Alors j'aimerais rappeler, peut-être pour démarrer, que dans le monde du travail, en tout cas la plupart des employeurs que nous avons rencontrés, associe régulièrement la thématique du deuil au décès des collaborateurs. Beaucoup nous ont dit mais le deuil ne nous concerne pas, on n'en a pas chez nous, mais en se référant ou en ayant en tête l'idée d'un décès de collaborateurs. Et la plupart du temps, l'angle sous lequel on traite cette question, je dirais plus largement de la mort, la question de la mort en entreprise,
c'est à partir du prisme de la santé mentale, des risques psychosociaux, des accidents du travail, du harcèlement et des conditions de travail. J'aimerais dire que dans une certaine mesure, le deuil est déjà considéré comme un risque psychosocial au sein de l'entreprise, alors qu'il y a toute forme de deuil, tout type de situations très différentes sur la place de travail. Mais du point de vue de l'employeur, c'est un élément qui me paraît intéressant à relever à ce stade. Et puis, bien évidemment, la question du suicide et de l'activité professionnelle. On a vu quel type de cellules de crise mettre en place. On a vu aussi l'impact que ça peut avoir à la fois pour les familles, mais aussi pour les collègues. Donc, c'est des questions qui sont un peu traitées dans la littérature. On a évoqué Christophe Dejour hier. Effectivement, c'est des démarches qui sont relativement connues, en tout cas dans le monde francophone. Donc, suicide en entreprise, suicide au travail, des thématiques émergentes. Par contre, la place du deuil en tant que tel, et du deuil, je dirais, entre guillemets, privé, est nettement moins explorée. Alors, quelle réalité ça recouvre? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce propos? Alors, en préambule, j'aimerais tout d'abord relever d'un point de vue d'anthropologue ou de sociologue que nous sommes passés dans le monde du travail d'un pouvoir discrétionnaire des patrons. On peut choisir quand est-ce qu'on libère, bon gré, mal gré, les employés qui travaillent en son sein. Donc je suis bien sur le travail salarié ici et pas sur le travail indépendant, des professions libérales ou du travail à domicile, travail au foyer. C'est vraiment ici une réflexion autour du travail salarié. Donc, progressivement, je dirais au fil du siècle, du XXe siècle, à travers des conventions collectives, c'est peut-être intéressant de rappeler que l'employeur est tenu de libérer l'employé qui est confronté à un décès. Donc, en Suisse, en particulier, on parle de congés spéciaux pour décès. Et on l'a entendu tout à l'heure, 2 jours pour un enfant, notamment, pour le contexte français. En Suisse, ça varie en fonction de la famille. En France, ça doit être relativement similaire, j'imagine, entre un demi-jour, en fonction du degré de parenté, jusqu'à, la plupart du temps, 5 jours. Donc les conventions collectives permettent de libérer l'employé. Ce qui a une certaine incidence, c'est qu'on officialise le deuil sur le lieu de travail. Et ça, c'est aussi bien de le garder en mémoire, c'est que plein de gens ne souhaitent pas parler du deuil au travail, mais pour bénéficier du congé, on doit l'annoncer à son supérieur. Donc ça a une incidence, puisqu'on officialise dans les entreprises qui vont définir qui, en quelque sorte, a le droit d'être en deuil. Et généralement, on est autour de la famille normative, on est autour de la famille nucléaire. Si vous avez un ex-conjoint, est-ce que l'employeur est tenu de vous libérer ou pas? Les concubins, est-ce qu'on est tenu ou pas de libérer les concubins? Alors, en Suisse en particulier, il y a beaucoup d'aménagements dans les conventions collectives, il y a beaucoup de règlements internes, et souvent c'est réglé à ce niveau-là, rarement au niveau de la loi plus globale. Un autre élément lié à ces grands mouvements historiques, je ne veux pas aller trop loin sur ces aspects, mais c'est de rappeler qu'il y a une forme d'uniformisation de la durée des funérailles, et notamment la désignation des personnes qui peuvent y participer. Or, souvent on dit que les grands rituels disparaissent, mais c'est intéressant de voir quel est le rôle en fait, des entreprises par rapport au nombre de personnes qui peuvent assister aux funérailles. Parce que si vous êtes un mardi tenu de travailler, on ne va pas forcément vous libérer, et l'entreprise pourra peut-être décider du nombre à bien plaire de personnes de l'entreprise qui les connaissent, qui vont assister à l'enterrement. Un autre élément à relever, c'est que malgré le fait qu'il existe des congés pour décès, eh bien, les entreprises conservent un certain pouvoir discrétionnaire et font souvent preuve de souplesse et d'adaptation. C'est bien présent, mais souvent sur le long terme. Alors on va voir aussi les conséquences que ça a. Ce pouvoir que j'appelle ici discrétionnaire, un pouvoir qu'on peut mettre en œuvre en tant qu'employeur au bénéfice de l'employé, mais des fois on ne le met pas en œuvre avec un certain nombre d'incidences, au-delà des périodes de funérailles. C'est un point qui est important. Les entreprises, en général, disent ne pas vouloir interférer avec le deuil, qui est censé rester une affaire privée. On a été voir également des syndicats en Suisse qui tiennent le même discours. Les syndicats disent « nous, on défend les travailleurs, mais cette question de la mort et du deuil au travail, ce n'est pas une question qui nous interpelle vraiment, on n'y a pas beaucoup pensé. Mais en même temps, ce n'est pas là où on dirige forcément notre attention. Et en plus, on considère que ça serait peut-être dangereux même de définir ce qu'est le deuil si on intervient, on a parlé des congés tout à l'heure, de congés de deuil, pour qui on peut bénéficier, qui a le droit,
de bénéficier à ces congés. Donc il y aurait une certaine incidence sur la définition de ce que devrait être un deuil à travers le travail. Donc tant les employeurs, les patrons, les directeurs, responsables de ressources humaines que nous avons interviewés ou les représentants des syndicats étaient assez d'accord sur cette idée. Les entreprises ne veulent pas interférer sur la définition du deuil, mais elles rendent simplement possible la gestion administrative des obsèques, si vous voulez. C'est pour ça que ces congés spéciaux, d'un demi-jour jusqu'à 5 jours, permettent de se libérer, d'organiser les funérailles et d'être présent durant les funérailles. À partir de là, évidemment, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut ignorer alors le deuil, puisqu'il relève de la sphère privée, ou est-ce qu'il faut le coacher? Est-ce que c'est possible d'accompagner le deuil en entreprise, de développer une certaine systématique, d'essayer de proposer une série de solutions rationnelles qui vont aider les personnes en deuil sur le lieu de travail à retourner tout d'abord sur le lieu de travail, mais poursuivre une activité. Cette question me paraît assez intéressante et j'ai retrouvé aussi dans cette publicité d'une assurance en Suisse quelque chose qui, à mon sens, est très difficilement transposable à la question du deuil. Donc vous avez une assurance ici qui travaille notamment avec les personnes qui ont été accidentées, accidents de travail, et qui retournent sur leur lieu de travail. Et vous avez une légende, si vous arrivez à lire en blanc tout en haut, si seulement tout le monde s'occupait des personnes victimes d'un accident lorsqu'elles retournent à une vie quotidienne normale. Et vous avez un collectif d'ouvriers qui accueille, bras levés, la personne accidentée avec des bouquets de fleurs. Imaginons une situation similaire où la personne est en deuil avec la même légende et la même photo. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ces démarches-là sont possibles? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise de développer des activités collectives pour pouvoir prendre en charge la personne en deuil et développer une forme d'accompagnement? Sur cette image, je trouve questionnant, si on transpose à la question du deuil. Il y a plein d'éléments qu'il faudrait dire également parce qu'il y a des aspects de genre, très souvent dans la question de l'accompagnement. Ce sont deux infirmières qui sont à la porte de l'hôpital. Ce sont des hommes qui vont accueillir ici le travailleur. Et puis, manque, si vous voulez, entre la porte de l'hôpital et le collectif de travailleurs, manque complètement les proches et la famille. Ils sont où dans cette articulation entre travail, soins, prise en charge, si vous voulez, de la personne blessée, qu'elle soit blessée physiquement, puisque c'est le cas ici, ou on pourrait imaginer blessée, est-ce qu'elle l'est, quand la personne a connu un décès dans son entourage proche. Ça a été évoqué hier par M. Chavagna. Il existe quelques chiffres qui permettent d'essayer de circonscrire ce qu'est cette réalité du deuil dans le milieu professionnel. Alors, c'est des chiffres à la louche, hein. C'est très difficile à se prononcer sur ces questions-là, mais d'après les informations qu'on peut retrouver dans le monde anglo-saxon, parfois dans le monde francophone ou à travers les recherches que nous avons menées auprès des entreprises, on constate que le 40% des congés spéciaux qui sont accordés en entreprise le sont généralement pour décès. Donc ces congés spéciaux, c'est par exemple le don du sang, déménagement, c'est les congés liés justement à une naissance en Suisse, pas le congé maternité, mais pour les parents, pour les pères, on bénéficie d'un certain nombre de jours, il n'y a pas de congé pour les pères. Donc on a quand même une proportion importante de congés spéciaux accordés pour un deuil, entre guillemets, privé. Et puis on a environ 8% qui ont pris un congé pour décès dans l'année. Donc c'est quelque chose d'assez important, des personnes qui ont officialisé, si vous voulez, leur deuil. Ce qui veut dire qu'on peut considérer qu'il y a encore toute une partie de la population qui n'a pas officialisé, entre guillemets, n'a pas annoncé qu'elle connaissait une perte significative liée à un décès dans son environnement professionnel. Et les chiffres, généralement aussi, entre 10 et 15% de la population active concernée par un décès chaque année dans son univers professionnel. Donc c'est à la fois une réalité tout à fait ordinaire qui revêt une dimension extraordinaire dans le cadre du travail. Et cette dimension ordinaire du deuil dans le milieu professionnel n'est jamais pensée comme telle, puisqu'on considère que la mort est toujours quelque chose d'extraordinaire dans le monde du travail. Et puis, ça a été aussi évoqué hier,
un rapport américain qui a essayé d'identifier les difficultés que peuvent rencontrer les personnes actives professionnellement. Donc il y a un enjeu de productivité évidemment pour les entreprises. Et on constate que jusqu'à une année, le 20% des personnes déclarent avoir connu un certain nombre de difficultés dans leurs activités professionnelles, dans la réalisation et l'exécution de leurs tâches. Donc on peut s'amuser à faire des estimations de coûts pour les entreprises, ce qui est souvent parlant en fait en termes de chiffres pour les directeurs et les managers. Mais ce qui m'intéressait aussi avec cet élément, c'est de dire que ça se traduit par exemple pour les contrats de vente dans l'incapacité à conclure un contrat de vente. Alors, est-ce que c'est facile à faire le lien entre être en deuil et rater un contrat de vente quand on est dans le commerce? Vous voyez la difficulté à estimer les coûts. C'est probable, il y a peut-être des personnes qui sont moins motivées, qui sont moins loyales à l'égard de leur entreprise en fonction de ce qui est proposé à leur égard et qui à ce moment-là sont peut-être un peu moins diligents dans leurs activités, ce qui fait certainement baisser leur productivité et qui a un effet sur les coûts économiques. Mais aussi les accidents au travail, on a vu les enjeux de surmortalité, tous ces éléments qui ont été évoqués aussi durant ces 2 jours. Avec mon collègue, dans le travail de recherche que nous avons réalisé, on a cherché à cerner la réalité du deuil au travail dans des entreprises. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations, c'est aussi à prendre avec des pincettes. Ce qui m'intéresse ici sur ce schéma, c'est simplement ce chiffre qui rejoint cette idée de 7 à 8% de personnes qui ont bénéficié d'un congé pour décès sur la base de statistiques qu'on pourrait dire exactes. Et très peu d'entreprises, on en a rencontré une bonne 50aine, très peu d'entreprises tiennent une statistique sur ces questions-là. Généralement, la question du deuil est liée à la question de l'absentéisme en général, et on ne sait pas très bien différencier les différents motifs. Est-ce que la personne était absente pour deuil ou pas? La plupart des entreprises n'ont pas la possibilité de donner cette indication. Donc on peut dire que ce n'est pas forcément un sujet pour les employeurs. Et nous, en tant que chercheurs, quand on allait les approcher, la plupart du temps, ne voyaient pas directement l'intérêt et disaient « chez nous, il n'y en a pas ou je ne vois pas ». Alors que c'est une réalité quand même tout à fait prégnante. J'aimerais passer alors à mon deuxième point en rappelant quelques éléments qui peut-être éclairent un petit peu de manière générale la place que la mort occupe aujourd'hui dans les relations professionnelles. J'y vais de manière un petit peu caricaturale, mais ce qui me paraît intéressant ici, c'est de rappeler que beaucoup d'études ont porté sur les rites et les rituels, les rites funéraires et les grands collectifs, comment ils prennent en charge la mort. Et on a souvent des études anthropologiques qui se sont focalisées sur ces rites et en regardant un peu dans le passé ou en regardant ailleurs, dans d'autres communautés, notamment africaines, eh bien, on dira les rites aujourd'hui ont disparu. Alors c'est une question complètement ouverte, ce n'est pas l'idée de discuter cette notion-là ici, je pense qu'on peut beaucoup la relativiser, mais ce qui m'intéresse, c'est de dire que beaucoup de personnes qui ont fait des recherches sur ces questions-là ont mis en avant surtout l'importance des morts, du cadavre, le rapport au corps, et puis son traitement. Donc des aspects très spectaculaires qui ont peut-être changé d'orientation aujourd'hui, parce que la mort se trouve beaucoup dans les hôpitaux, donc qui sont les personnes qui prennent en charge physiquement le corps, le cadavre. Ce sont des questions qui me paraissent importantes pour relier de manière plus globale notre réflexion sur le deuil en entreprise. Donc analyse des rituels, des croyances, des représentations qui sont généralement collectives autour de la mort. Et puis on a un autre mouvement très important qui, très grosso modo ici, l'idée c'est pas d'entrer dans les détails, et c'est de rappeler que beaucoup de théories dites psychologiques ou psychoanalytiques s'intéressent au deuil comme un processus. Mais pour ça, on oublie un petit peu la place du corps, et notamment du cadavre. On est beaucoup centré sur la gestion de l'absence. Sur l'image, vous voyez des formes de visage qui sont un petit peu en creux, avec une solitude, et la personne est seule, si vous voulez, dans son cheminement. Elle est souvent représentée comme seule dans un cheminement. Et ça me paraît assez intéressant parce qu'il y a une sorte de contraste entre, d'un côté, des anthropologues qui s'intéressent aux rituels funéraires qui auraient plus ou moins disparu, et puis, d'un autre côté, des psychologues, psychanalystes qui mettent l'accent sur la question du processus individuel. Alors évidemment, il y a plein de tentatives de rapprochement, en disant on va réintégrer, voilà, on a parlé de Marie-Frédérique Baquet, qui, par exemple, considère les rites
comme une possibilité de se calquer ou d'accompagner les différentes étapes, processus du deuil. Donc il y a des tentatives de réintégrer les dimensions sociales dans une réflexion autour du deuil. Mais d'un point de vue des anthropologues, c'est souvent plus compliqué parce que les rites ont des fonctions souvent très différentes. Elles peuvent aussi être source de violence. Effectuer un rite peut être très violent. Donc en termes de funérailles, ça peut être des fois une grande difficulté d'exercer un rite, et c'est ces questions qui méritent d'être explorées, et la superposition entre un processus individuel et puis des dimensions collectives mérite d'être questionnée. Et je pense que ce questionnement-là manque aujourd'hui. Il y a beaucoup d'éléments qui mériteraient d'être explorés, travaillés, aller à la rencontre des gens, pour aller observer la mort et le deuil de près, comment ça se passe entre les personnes. Et c'est ce qui nous a motivés avec un collègue à aller étudier notamment la mort en entreprise. Et en commençant notre travail de recherche, évidemment on fait une revue de la littérature, très peu d'informations existaient sur cette question-là. Donc pendant environ 2 ans, avec Antonio Magalhães de Almeida, nous avons été voir des moyennes et grandes entreprises dans l'industrie, dans les services, et réaliser toute une série d'entretiens avec des directions, des responsables de services, des employés en deuil, qui étaient suivis par une psychothérapeute. C'est peut-être important de le souligner ici, parce que c'était souvent des deuils relativement compliqués suite à une mort brutale. Et on voulait avoir le point de vue d'un certain nombre de personnes qui étaient dans cette grande difficulté, cette grande souffrance, et qui continuaient à travailler. Donc on a été mener des entretiens avec ces personnes, plus toute une série d'entretiens informels avec toute une série de personnes dans l'entourage. En 2011, on a publié cet ouvrage qui s'intitule « Vivre un deuil au travail, la mort dans les relations professionnelles ». Donc un certain nombre d'éléments que j'apporte ici, bien sûr, sont présents dans ce livre. Et à ma connaissance, c'est un des rares ouvrages qui porte directement et spécifiquement sur cette question dans le milieu ou dans le monde francophone. Pour compléter les éléments qui vont suivre, on a parlé, Tanguy Châtel hier a évoqué la question des proches aidants. En fait, nous réalisons actuellement une recherche sur 3 ans qui est une sorte de continuité. On a le deuil et on s'est intéressé à la fin de vie, à la conciliation des personnes proches aidantes qui font face à la maladie grave d'un proche et qui continuent à travailler, avec 2 collègues, Yanis Papadaniel et Nicole Bourzac. Donc les différents éléments qui vont suivre sont notamment empruntés à la première recherche sur le deuil au travail, mais certaines données aussi sont tirées de ce travail de recherche en cours. Alors pour la suite de cette présentation, j'ai pris l'option de poser quelques questions et y répondre, en espérant que ça suscitera aussi des discussions de votre part. Alors, on en a déjà pas mal parlé aussi depuis le début de ce congrès, mais est-ce que les entreprises sont préparées ? Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a une tension très difficile à gérer pour les employeurs. Puis d'un côté, il y a toutes les contraintes institutionnelles, la productivité, les enjeux financiers, la charge de travail, toutes les compétences, les objectifs de production qui doivent être tenus par l'entreprise, et évidemment le respect de la personne en deuil et de sa sphère privée. C'est un point important puisque légalement, notamment en Suisse, il y a la protection de la sphère privée. Est-ce qu'un RH, un DRH, peut aller au domicile de l'employé en deuil ? Et c'est des situations qui se sont produites lors de décès parfois brutaux, et les RH sont parfois mal à l'aise, disent avoir regretté d'avoir été au domicile de la personne en deuil. Donc comment on fait ? On avance sur des œufs parce qu'il y a cette double contrainte. Ce qui apparaît aussi très clairement, c'est que la rationalisation ou la systématisation ne paraît pas comme une option pertinente. On veut surtout suivre le deuil à distance. On demande à un collègue comment il va alors, mais rarement de manière directe. On dit suivre les employés, on évalue un peu les risques psychosociaux, mais rationaliser, systématiser, garder un protocole au sein de l'entreprise est quelque chose de très rare. En tout cas dans les entreprises que nous avons été observées, et les DRH que nous avons rencontrés. Notamment parce qu'on considère qu'on risque de perdre l'authenticité. Alors, à voir qu'est-ce que recouvre cette idée-là, mais on a l'impression de ne plus être authentique si tout d'un coup un RH a indiqué sur un bout de papier, dans une année, il y a l'anniversaire du décès de tel collaborateur, donc je vais aller vers lui et puis lui dire, ah ben voilà, ça fait une année qu'il est décédé. Et si on se doute que ça ne vient pas de manière spontanée, mais que l'employeur a noté sur un bout de papier, ça risque d'être mal perçu par la personne en deuil. Donc vous voyez, cette tension-là est souvent très importante. Ce qui explique en bonne partie que les RH laissent souvent l'initiative de parler du deuil à la personne concernée.
et on va traiter la plupart des situations au cas par cas. Donc laisser l'initiative est parfois mal vécu par les personnes qui sont en deuil, mais en fait les RH disent « ma porte est toujours ouverte, je ne sais pas exactement quoi faire, j'attends que la personne vienne ». Et en fait, on était frappés, beaucoup de RH disaient « mais nous, par rapport au deuil, on ne fait rien ». Un élément aussi à souligner par rapport à cette question-là, c'est que beaucoup de catégories de travailleurs sont plus invisibles que d'autres. On peut penser aux apprentis. En Suisse, on a un système de formation duale, donc on va 2 jours à l'école, 2 jours dans l'entreprise ou 3 jours dans l'entreprise. Et puis, on peut considérer que si la personne est en deuil, ça sera plutôt à l'école que la question est traitée. Puis à l'école, on va se dire, bon, ça sera plutôt à l'entreprise que la question est traitée. Donc on ne sait pas exactement dans quel cercle la gestion du deuil doit être effectuée. Et puis on a bien sûr aussi des travailleurs qui sont temporaires. Beaucoup d'entreprises emploient des personnes à l'intérim. Ces personnes-là en deuil, finalement, est-ce qu'elles concernent l'entreprise si l'employé n'est pas fixe? Vous avez aussi des travailleurs immigrés où on ne sait pas exactement ce qui se passe dans leur pays d'origine. Donc quand il y a un décès au pays, comment on se positionne par rapport à ces éléments-là? Donc ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'on a des entreprises qui désormais affichent une volonté d'être plus responsables sur ces questions-là. On l'a entendu encore hier, notamment à travers la place des proches aidants, et puis la mise en place de congés de solidarité familiale et de présence familiale qui existent en France. Donc on est sur des congés en particulier de fin de vie, mais après sur les congés de deuil, plus grand-chose. Ça a été évoqué tout à l'heure sur la périnatalité. En Belgique, il y a des choses qui ont été mises en place ou des tentatives de faire des congés deuil, par exemple 10 tickets par année. Et puis on les prend quand on veut. Mais ça fait 10 ans que cette proposition a été plusieurs fois mise au Parlement belge, mais ça n'a jamais passé. Par contre, ils ont d'autres types de congés que les endeuillés pourraient activer. Mais en fait, la connaissance de ces congés est souvent peu diffusée. Donc peu de monde, même concerné par ces questions-là, prennent ce type de congé. Donc il n'y a pas d'équivalent pour le deuil, qui reste bien souvent, en tout cas en Suisse, mais en entendant ici les différentes discussions, j'ai l'impression que pour la France, c'est assez similaire, reste une affaire privée, sauf en cas de complications, en particulier dans les rapports entre collègues. Si tout d'un coup les collègues en ont marre de supporter la charge complémentaire de travail, les problèmes commencent à émerger, et là, la hiérarchie va s'activer et des tensions subsistent. Et c'est dans ce contexte-là que le médecin généraliste va arbitrer les situations. Et on l'a entendu tout à l'heure, souvent les personnes en deuil ne se considèrent pas forcément comme des personnes malades. Donc quand elles vont voir le médecin, on a entendu des personnes qui disaient « Oui, moi j'ai été voir chez le médecin, je suis en arrêt maladie, mais en fait ce n'est pas pour moi, c'est pour ma femme ». Donc c'est assez intéressant de voir la façon dont les personnes se positionnent par rapport à l'étiquetage médical au sein de l'entreprise. De manière utopique, on réfléchit des fois avec les travailleurs sociaux, ça serait intéressant d'avoir des travailleurs sociaux qui pourraient délivrer, sur une connaissance des situations familiales, une sorte de certificat d'arrêt de travail pour question de deuil, pour le sortir aussi de la sphère médicale, pourquoi pas. Donc, les entreprises sont effectivement très peu préparées. Je pense que c'est quelque chose qui a été bien souligné jusqu'à présent dans ce congrès. Deuxième question, y a-t-il un manque de communication ? Alors là aussi, ce qui me paraît intéressant, c'est de dire qu'il y a un effet rempart, on l'a un peu appelé comme ça, les personnes sélectionnent et choisissent à qui ils vont dire des choses au sein de l'entreprise. Même une personne qui a connu un décès brutal, j'ai en tête l'exemple d'un père qui a perdu son fils dans un accident, a appelé l'entreprise, n'a rien dit parce que ce n'était pas la bonne personne. Il a simplement dit « je ne peux pas venir au travail ». Et il l'a appelé plus tard, quand c'était l'équipe en place, qu'il connaissait. Donc on a tout le temps des systèmes de circulation d'informations qui sont assez complexes au sein de l'entreprise, donc des systèmes d'information qui sont complexes à gérer également pour les employeurs. Donc on a la plupart du temps des intérêts affinitaires. Et ça veut dire que par rapport à la rationalisation du fonctionnement d'une entreprise, ce n'est pas évident de combiner une logique affinitaire avec une logique rationnelle de communication au sein de l'entreprise. C'est pour ça qu'on peut déjà distinguer deux choses, annoncer et informer. La plupart du temps, on considère que les personnes sont informées du décès. Donc l'information peut circuler un peu par bouche à oreille. Mais on n'a pas forcément annoncé officiellement de la part de l'employeur. Et de distinguer ces choses-là permet aussi de trouver une forme de levier. Donc ce n'est pas deux actions équivalentes, puisqu'on a une logique qui est hiérarchisée. On annonce par un supérieur le décès
ou le deuil d'un collaborateur. Et ça aussi, dans les entreprises que nous avons observées, c'est très rare qu'il y ait une sorte de systématique où on informe tous les collaborateurs du décès d'un proche. Donc ça ne coïncide pas tout le temps, sachant qu'il existe aussi 3 temporalités différentes. Il y a le moment du décès, on apprend le décès, il y a les funérailles et le deuil. J'ai pris ici l'exemple, un extrait d'une personne qui a connu justement un deuil et qui l'apprend sur sa place de travail. J'ai appris le décès en montant à la cafétéria. La cafétéria se trouve au dernier étage du bâtiment. C'est maman qui appelle. « Catherine, il faut que tu t'assoies. » Ça, c'est notre phrase à nous pour annoncer le mauvais. J'étais là, non, pas ça. J'ai dit à ma collègue, ma tante s'est suicidée. Je n'ai pas pu aller en pause, je suis redescendu au bureau, je n'ai même pas pu dire je m'en vais, je pars, je suis resté là, derrière mon armoire. J'ai tout pleuré. Il n'y a personne qui m'a dit mais rentre. Et je ne savais pas que je pouvais rentrer. C'est assez typique de ces situations un peu périphériques. Une tante, est-ce qu'on doit se libérer? Est-ce qu'on peut? À qui j'en parle? Qu'est-ce que je risque? Il y a toute une série d'éléments évidemment compliqués. Là, en lisant cet extrait, ça paraît un peu malheureux. On se dit, mais pourquoi elle n'est pas quand même partie? Elle l'expliquera par après. Mais vous voyez, les niveaux de relations intrafamiliales ne sont pas simples à gérer. Et le rapport à l'entreprise, la loyauté à l'entreprise fait que les personnes, des fois, se trouvent un petit peu démunies. Et la collègue en face ne savait pas non plus quoi faire. Et apparemment, on a continué à travailler jusqu'à la fin de la journée pour rentrer et commencer à réfléchir à ce qui se passe vraiment en famille. Donc cette complexité de situation est courante. Donc, ce qui me paraît intéressant ici, c'est qu'on a souvent dans les entreprises ce qu'on pourrait appeler une politique du soupçon. On soupçonne que l'autre sait que l'autre est en deuil, et on en parle très peu. Donc, le fait d'annoncer, notamment de la part des employeurs, peut être un levier, ce n'est pas toujours le cas, mais peut être un levier, souvent avec l'accord de la personne en deuil, pour éviter qu'on pense que l'autre sait, et en fait, finalement, des fois, on est dans des confusions, puisque la personne qui retourne au travail est sûr que son chef était au courant et qu'en fait découvre que son supérieur ou qu'un supérieur un peu plus éloigné n'était pas du tout au courant qu'elle vivait un deuil. Autre question, est-ce que les entreprises sont en phase avec les enjeux de société contemporains en matière de deuil? Alors, c'est quelques points de repère ici qui m'intéressent aussi. Les congés dont peuvent bénéficier les employés en deuil ne sont souvent pas adaptés à leurs besoins, qui restent souvent mal connus. Généralement, on considère qu'il peut y avoir un congé, la personne se libère, vit au domicile son deuil, ce qui n'est pas simple. On l'a vu avec la mesure de congé thérapeutique que vous avez ici, c'est souvent des formes hybrides qui conviennent aux personnes en deuil. Elles aiment aussi être sur leur lieu de travail, mais c'est compliqué. Ce n'est pas qu'elles veulent être complètement coupées de leur travail. Ça dépend aussi des fois du type de décès, ça dépend de l'âge ou de la posture dans la carrière des personnes. Donc c'est tous des éléments qui méritent vraiment d'être encore documentés. Et je pense qu'on est à quelques prémices seulement de ces réflexions-là. Donc les besoins des personnes en deuil au travail restent, à mon sens, toujours assez mal connus. Les situations familiales sont souvent aussi complexes et difficiles à appréhender pour les employeurs. Donc on a, ce que je relevais tout à l'heure, des ex-conjoints qui sont décédés et on ne sait pas si on peut interférer, si on doit libérer. Donc le pouvoir discrétionnaire des patrons, oui, peut-être dira, voilà, c'est votre ex-femme, c'est votre ex-mari, libérez-vous, partez, je vous donne congé. Mais légalement, on n'y est pas du tout tenu. Donc aujourd'hui, on sait que les recompositions familiales sont devenues tout à fait communes. Donc est-ce que le législateur suit ces évolutions dans le contexte familial? Je ne suis pas certain. Aussi, les pratiques funéraires dans certaines collectivités ne sont pas toujours connues des employeurs, notamment pour les collaborateurs qui sont issus de la migration. Et ça pose des fois des cols. On a des DRH qui hésitent. Est-ce qu'il faut demander le certificat de décès pour pouvoir libérer le... Est-ce que je fais sur la confiance? Donc, vous voyez bien cette difficulté. Il y a des DRH qui nous disaient, mais un tel, il a enterré 11 fois sa grand-mère, donc c'est de toute façon n'importe quoi. Et d'autres qui nous disent, s'il a enterré 11 fois sa grand-mère, ça m'est égal. Moi, je veux un rapport de confiance. De toute façon, c'est quelques jours. Si on ne peut pas absorber ça dans l'entreprise, il y a un problème. Donc, vous voyez un spectre complètement opposé pour des situations tout à fait similaires, ce qui est quand même un symptôme des difficultés de gérer la question du deuil au milieu du travail. Donc, souvent, les entreprises agissent ou réagissent plutôt, parce qu'elles ne prennent pas nécessairement d'initiative, en fonction d'une conception qui est assez normative de la famille. Autre question assez épineuse. Est-ce qu'il existe pour les employeurs une échelle des valeurs des décès? Est-ce qu'une souffrance est plus tolérable qu'une autre entre collègues? Alors, vous pouvez imaginer certaines réactions qu'on a eues en arrivant avec ce type de questions.
De prime abord, les employeurs se gardent de comparer les situations de deuil et de les hiérarchiser. On avance avec des pincettes. Chaque souffrance est sa souffrance. Chaque deuil, chaque situation est unique. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on met en avant. Et on dira peut-être plus ouvertement, oui, à l'exception peut-être des décès d'enfants, où là, visiblement, on se montre beaucoup plus sensible. La question de l'échelle des valeurs renvoie néanmoins à deux dimensions qui sont assez centrales. La première, c'est que si on est clément avec une personne, il y a des risques de jalousie, une sorte de jurisprudence non dite à l'interne de l'entreprise qui fait qu'on reste souvent discret. Beaucoup de RH ont toujours dit « je viole positivement le règlement », ce qui, à mon avis, pour plein d'autres situations au travail, c'est assez rare qu'on ose dire ce genre de choses-là. On viole positivement le règlement, mais on reste discret, de peur de créer des inégalités et des revendications par la suite. Donc, la souplesse existe, mais elle doit rester relativement cachée, relativement tacite, au risque d'affecter les relations professionnelles. Et se pose alors une question centrale, qui est souvent prégnante dans la littérature sur le deuil, mais quand on va voir sur le milieu du travail, est-ce que le deuil se termine ou pas? Et quand est-ce qu'on considère qu'un employé en deuil revient à son niveau de productivité? Alors là, c'est assez compliqué. Les employeurs disent, parfois ils lâchent, c'est après 2 mois, c'est bon. Souvent on dit après 1 année. D'autres vont dire, oui, jamais. Mais jamais dans la réalité économique d'une entreprise, ce n'est pas possible. Donc il y a toujours des indicateurs. Donc nous, on estimait souvent entre 2 et 6 mois. On considère que la personne en deuil on peut ménager un peu la personne. Mais au-delà de là, ça devient trop compliqué pour les collègues. On avance des arguments et puis en fait, on considère que la personne devrait être prise en charge par un médecin, avoir un suivi thérapeutique, basculer, si vous voulez, dans la sphère privée mais médicalisée du deuil après ces quelques mois. Les indicateurs sont souvent implicites. Il y a une personne en deuil qui me disait, moi, en fait, je pouvais choisir les jours quand je venais au travail. J'avais une belle souplesse, justement, durant cette période de 2-6 mois. Et après 4 mois, je viens un lundi au travail, mon planning était fait, et j'ai su que j'étais retour dans la normalité. Mais aucune discussion avec le supérieur. Donc, vous voyez, c'est des situations souvent un peu implicites que les uns et les autres vont essayer de déchiffrer et de décoder dans les relations professionnelles, ce qui n'est bien sûr pas sans difficulté. Notamment, l'échelle des valeurs des décès va rester fonction de l'histoire des relations professionnelles. Si on est, entre guillemets, le bon employé, on est toujours en place depuis longtemps et on a toujours rendu de bons et loyaux services, on va se présenter beaucoup plus souplement avec la personne endeuillée. Donc ça, c'est les risques de créer des inégalités internes dans le monde du travail. Est-il possible de prendre du temps au travail pour un deuil alors que les collègues ont déjà été très conciliants durant la période d'accompagnement en fin de vie? Donc on a entendu tout à l'heure les proches. Voilà, on accompagne une personne en fin de vie, souvent pendant plusieurs mois, et puis tout d'un coup on retourne au travail. Quel est notre rapport au travail à ce moment-là? Alors ce qu'on peut relever tout d'abord, c'est que beaucoup nourrissent un sentiment de culpabilité à l'égard des collègues après le décès. Parce que très souvent ils disent oui, ils ont été compréhensifs, oui, ils m'ont laissé partir, aller à l'hôpital, etc. Donc je ne peux pas encore maintenant prendre du temps sur leur charge de travail. Donc ce sentiment de culpabilité est fort et pas toujours pris en considération par les employeurs. Donc les employés en deuil vont souvent aussi prendre la mesure de leur engagement auprès de leurs proches malades. Après coup, ça c'est souvent intéressant, quand on accompagne une personne gravement malade, on se considère proche aidant, ça ne veut pas dire grand-chose. On est là, on travaille, on vit, on accompagne, mais la catégorie proche aidant, elle est un peu insaisissable. Par contre, pendant la période de deuil, tout d'un coup, on entend qu'il y a des actions, des collectivités, des associations, des publics, et on se dit, ben voilà, j'ai été proche aidant. Et ils prennent la mesure d'un certain engagement, ce qui peut aussi impacter la façon dont ensuite ils vont se positionner dans leur environnement professionnel. Ce qui se passe aussi par rapport à ça, comme il n'existe rien dans les entreprises, c'est que souvent les employés redéfinissent eux-mêmes les cahiers des charges, un peu de manière unilatérale. Alors c'est un effet assez intéressant, parce que souvent ils disent, de toute façon j'en fais trop, donc si je diminue un petit peu ma productivité, je reste dans la normalité de mon cahier des charges. Donc ne se sentent pas en faute en diminuant leur production. Et c'est des éléments qui sont assez intéressants à relever et qui sont souvent inconnus des employeurs. Et les employeurs, par rapport à ça, ne cherchent pas non plus à connaître dans les détails ces situations. Donc le ménagement que les uns et les autres peuvent témoigner à l'égard des personnes en deuil va tendre
vers des difficultés si ça perdure. Donc la difficulté, souvent, c'est ça. C'est quand un deuil dure dans les relations professionnelles et que la personne n'arrive pas à reprendre pied. C'est des éléments qui sont importants. Et on l'a entendu tout à l'heure, s'il y aura un congé pour deuil qui va émerger, peut-être. Mais pour l'instant, les entreprises thématisent beaucoup plus clairement les enjeux qui sont liés à la fin de vie que les enjeux qui sont liés au deuil. Voilà, juste un petit clin d'œil aussi de patchwork. Donc, on parle de ritualité ici. C'est une série d'habits d'un défunt qui ont été cousus et donnés à son épouse. Donc, voilà, juste un petit clin d'œil pour les pratiques rituelles qui sont assez nombreuses, qui existent toujours aujourd'hui. Alors, j'arrive bientôt à ma conclusion. Je vais prendre encore 5 petites minutes. J'arrive presque au terme. Donc, de manière un petit peu synthétique par rapport à ce qui se joue au cœur des relations professionnelles, c'est tout d'abord cette tension entre un impératif d'organisation et puis respect de la personne qui est perçue dans sa plus intangible intimité. Le deuil renvoie à une sorte d'individualité humaine, intangible, et quand on est dans l'entreprise, on la reconnaît. Donc la question du tabou, pour moi, elle est souvent assez complexe. Je ne suis pas si certain que le deuil et la mort soient si tabous. La difficulté est de créer des espaces, des contextes de discussion. Parce que quand on va frapper aux portes des entreprises et qu'on crée ces contextes-là, souvent les gens sont prêts à en parler et on découvre toute une série d'activités, toute une série de choses qui se font. Mais c'est souvent un peu en sous-marin ou en souterrain. Donc on a cette tension-là qui est importante. On a aussi la mort et le deuil qui sont des moments qui échappent au régime de prévisibilité des entreprises. C'est comme un point de résistance pour l'entreprise. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça quand on est dans une logique évidemment de productivité ? Ce n'est pas évident, ça ne concorde pas avec les standards organisationnels ou rationnels du travail. On ne sait pas comment intégrer ça dans la gestion quotidienne des ressources humaines et des départements de ressources humaines. Donc en matière de deuil, c'est beaucoup plus difficile à coacher, à conseiller, à offrir des soutiens individualisés. Et ce qui est souvent intéressant, c'est que ce sont les associations, ce sont notamment les assistants sociaux qui créent des espaces, qui cherchent à atteindre aussi les entreprises. Alors des fois, elles sont mandatées. On l'a entendu tout à l'heure, un directeur de la mutuelle Caisse d'épargne avait perdu quelqu'un. Donc tout d'un coup, ça ouvre les portes de l'entreprise. Mais on va frapper aux portes de l'entreprise de l'extérieur, en fait. C'est ça qui est assez intéressant quand même. Et voilà, je pense que la proportion de personnes issues des milieux d'entreprise sont moins nombreuses que les personnes issues du monde travail social et associatif, par exemple dans ce type de congrès, qui me paraît aussi certainement révélateur de la place que peut occuper la question du deuil dans le monde du travail. Donc, en tout cas, dans la recherche que nous avons menée, on a l'impression qu'il y a une sorte de tension dans laquelle on est pris entre une conception du deuil qui est normale, donc à ce moment-là, c'est une affaire privée, puis il peut y avoir plein de discussions, plein de choses informelles, tout va plus ou moins bien, et puis tout d'un coup, une conception anormale du deuil qui devrait à ce moment-là être traitée par un spécialiste externe à l'entreprise. Ce n'est pas le médecin du travail, en Suisse c'est la même chose, qui s'occupe de la question du deuil. On externalise. Donc tout d'un coup, tout va bien, le deuil a une certaine place, ça se complique, on externalise. Alors que beaucoup de choses se jouent déjà dans le cadre même de l'entreprise et qui est peu connu. Alors, quatrième point, je vais passer en revue quelques éléments. On en a déjà pas mal parlé dans ces 2 jours, mais il y a peut-être des éléments complémentaires. Comment agir ? Est-ce qu'il faut briser le silence ? Quelques éléments qui sont, à mon avis, assez de bon sens aussi, mais qui sont très difficiles à appliquer. En tout cas, nous, on l'a vu dans la recherche. Souvent, quand on disait ces éléments-là au RH, ils nous disaient « oui, mais est-ce que vous les appliquez ? Est-ce que vous les avez mis en œuvre ?» C'était la plupart du temps un non. Se focaliser sur ce qu'il faut faire et pas nécessairement ce qu'il faut dire. Très souvent, les RH disent « oui, mais on ne sait pas quoi dire dans ces situations ». Alors faites déjà. Faites, informez, trouvez des pistes, renseignez-vous, être affûté, préparé, faites des choses, proposez, dites, voilà, ma porte est ouverte, venez, c'est une action. On n'est pas obligé de se concentrer sur ce qu'on dit ou pas. Est-ce que ce qu'on dit sera juste bien perçu ou pas ? Un point très important pour les employeurs, s'assurer que la marge décisionnelle est effective. Parce que si vous avez un supérieur, quelle que soit sa position dans la hiérarchie, qui va dire à l'employé « oui, je pense que tu pourras te libérer, prendre congé 3 jours juste après », et que ce n'est pas effectif, ça crée de gros dégâts chez la personne en deuil qui va ensuite développer de forts ressentiments au long terme dans les relations professionnelles. Éviter les incertitudes juridiques. Ça aussi, c'est une catastrophe, donc il faut être préparé. On a eu un cas, on a parlé de périnatalité, deuil périnatal. Une personne chez nous, en Suisse, a perdu son enfant mort-né
et puis on lui a dit voilà, tu as droit à un demi-congé maternité. Voilà, elle a été se renseigner chez son syndicat, tout le monde se renseigne. Non, elle a droit à son plein congé maternité. Elle a dû faire des démarches, écrire des courriers, lutter avec le syndicat pour se faire reconnaître son congé maternité. Vous imaginez le rapport à la hiérarchie, comment il se constitue. Donc tout simplement, soyez déjà très informés pour pouvoir bien aiguiller les personnes. Ce n'est pas gagné d'avance. Donc quand on allait voir les RH, et ça c'est typique, qu'est-ce que vous faites en matière de deuil? Souvent ils disaient je vais aller voir ma secrétaire. C'est elles qui font tout, qui font les cartes, qui organisent et tout ça. Donc le RH, il porte la philosophie. Oui, nous sommes une entreprise ouverte, on a une responsabilité sociale, mais ensuite, quand on est dans le concret, on ne sait pas comment ça marche. Et ça, on a été confronté à différentes reprises à ces situations-là. Documenter les situations au sein de l'entreprise peut s'avérer utile. Tenir une sorte de minute, en fait, en se disant voilà ce qu'on a fait juste, ce qu'on a fait faux, et de tenir une sorte de jurisprudence interne. Une entreprise faisait ça sur la quarantaine que nous avons vue. 50 et plus. Hein. Donc c'est très très rare d'avoir cette espèce de réflexion collective sur les situations qui sont connues dans l'entreprise sous diverses formes. Ne pas fabriquer absolument de nouveaux rituels. Je pense qu'on est dans une situation aussi différente. Si c'est un décès de collaborateur, on a vu, il y a un arbre qui a été planté après le suicide, c'était chez les gendarmes. Je ne suis pas certain que planter un arbre pour le décès d'un fils d'une collaboratrice dans une entreprise soit pertinent, parce que c'est à la fois chaque fois qu'on vient sur le lieu de travail, cet arbre peut être le rappel pour cette personne. Et si c'est une décision de la hiérarchie, parce que la personne elle-même n'était pas très sûre, ce n'est pas forcément toujours bien vécu. Donc essayer d'imaginer, de créer et de fabriquer des rituels ne va pas forcément de soi quand on est dans ces situations-là. Et puis aussi se méfier d'une gestion du deuil qui est fondée sur l'expérience des cadres et leur bon sens. Et ça, alors, une fois, j'ai été un petit peu critiqué. J'ai fait une présentation au cadre d'un univers hospitalier. Et puis on m'a dit, mais bon, s'il faut nous dire tout ça pour savoir comment gérer un deuil sur sa place de travail, je me demande où va le monde. Et en fait, c'était assez intéressant parce que c'était une personne expérimentée, âgée, qui disait effectivement avoir tout un savoir-faire. Mais est-ce que ce savoir-faire peut être transmis à une jeune collègue qui va venir dans son service et qui va prendre sa place ensuite? Rien. Donc en fait, on est porteur d'un savoir interne qu'on peut peut-être gérer, être très à l'aise dans les relations, mais en fait, on ne collectivise pas cette information-là, on ne réfléchit pas à la transmission, ce qui est aussi une difficulté au sein de l'entreprise. Donc, au lieu d'appliquer des choses qui sont toutes faites, beaucoup de RH disaient oui, mais ça serait très bien d'avoir les 10 good practice, on sait exactement comment faire, avoir une marche à suivre. Généralement, on arrive à une conclusion qui est assez similaire à ce que j'ai entendu plusieurs fois dans ces 2 jours. Élaborer tout d'abord une intelligence collective du deuil au sein des entreprises, en essayant de voir ce qui marche pas déjà par rapport à la vie privée. Donc vraiment un sujet de réflexion, et ça peut passer par la formation, par les associations qui, par rapport à leur savoir-faire, amènent des informations. Autre élément, c'est assumer le rôle de supérieur hiérarchique pour pouvoir garantir ces aménagements. On l'a vu, c'est un élément important. Éviter de renforcer ce sentiment de culpabilité en reconnaissant le travail effectué, même en cas d'erreur professionnelle. Ça a été souvent dit par les personnes en deuil, parce que le rapport à la faute professionnelle, des fois l'endeuillé dit « je sais quand c'est une faute courante et je sais quand c'est une faute due au deuil ». Mais l'employeur, ça, il n'arrive pas à le savoir. Donc pour éviter les pièges qui sont liés à cette distinction que l'endeuillé fait, eh bien, parfois, mieux vaut reconnaître tout type d'erreur et souvent, ça génère une reconnaissance de la situation de deuil au travail. Tenir un descriptif des situations qui se sont présentées au sein de l'entreprise. Et ça aussi, c'est une idée qui suscite souvent une bonne écoute chez les RH, mais souvent c'est suivi de peu d'effets. Et puis rester aussi attentif aux catégories professionnelles précaires. On l'a vu, les intérims, les apprentis, les personnes migrantes. Penser que derrière certaines difficultés rencontrées par un employé se cache peut-être un deuil. Et ça aussi, c'est une grande difficulté. On ne sait pas quel deuil se cache derrière quel employé. Alors on parle souvent d'un deuil dans une entreprise, mais si la personne change de poste, est-ce qu'elle va dire être en deuil, avoir perdu par exemple un enfant il y a 4 ans, et ça s'est passé dans une autre entreprise? Est-ce qu'on porte avec soi ce deuil dans la nouvelle entreprise? Est-ce qu'on le déclare? Là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour connaître ces moments de transition professionnelle. Donc la façon de vivre un deuil dans les relations entre collègues dit quelque chose de la qualité antérieure des relations de travail et de ce qui pourrait advenir dans ces différentes relations. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention et on aura le temps de questions, j'imagine, tout à l'heure.